Partout en Afrique, les titres s'affichaient en lettres capitales. Le Fonds monétaire international allait effacer des milliards de dettes africaines. Les caméras crépitaient, les présentateurs occidentaux saluaient cela comme un plan de secours historique pour des économies en difficulté. Cela sonnait comme une délivrance. Mais à Ouagadougou, Ibrahim Traoré n'a pas applaudi. Il a serré le poing, car derrière les sourires et les conférences de presse se cachait une vérité que personne n'osait dire à haute voix. L'accord n'était pas gratuit. Il exigeait une garantie, non pas de l'argent ni du crédit, mais le sang vital de l'Afrique, l'or, le pétrole et l'uranium. Et celui qui tirait les ficelles n'étaient pas les bureaucrates du FMI, mais Donald Trump. Ses paroles enregistrées en privé étaient de brutales. S'ils veulent du crédit, ils doivent céder leur pétrole. S'ils veulent du respect, ils doivent remettre leur or. Pour d'autres dirigeants africains, l'appât était séduisant, effacer des dettes, obtenir de nouveaux prêts, soulager rapidement leur budget. Mais pour Traoré, c'était tout autre chose, un piège, une nouvelle forme de colonisation déguisée en bienveillance. Parce que ce que vous allez entendre n'a rien à voir avec des chiffres inscrits sur un bilan comptable. C'est l'histoire d'un jeune dirigeant qui a découvert le plus grand coup financier de notre époque et de la façon dont l'Afrique a failli vendre son avenir pour la promesse de la liberté. L'annonce est tombée comme une pluie bienfaisante sur une terre sèche de Washington à Bruxelles. Le Fonds monétaire international a présenté en fanfare un plan d'allègement historique pour l'Afrique. Annulation partielle de la dette, nouvelle ligne de crédit, décaissements accélérés. Les présentateurs occidentaux parlèrent de miséricorde, les trésors publics africains y voyant de l'oxygène. En quelques jours, des ministres de plusieurs capitales ont signé sans hésiter, mais pas à Ouagadougou. Ibrahim Traoré regardait les images dans une salle de réunion sombre, les coudes posés sur la table, les yeux fixés sur l'écran. Il avait déjà vu cette mise en scène, les sourires devant les caméras, les éléments de langage sur le partenariat, la soudaine disponibilité des dollars au moment même où un gouvernement étouffait. Ce qui le dérangeait, ce n'était pas l'argent, c'était la garantie exigée. Les termes des contrats étaient assez publics pour sembler propres, mais assez vagues pour cacher leur croc. Stabilisation garantie par les matières premières et amortissement adossé aux ressources, cela sonnait technique. En réalité, cela signifiait des barils de pétrole, des tonnes d'or et des revenus futurs bradés pour garnir le bilan de quelqu'un d'autre, non pas valorisé à Ouagadougou ou à Bamako, mais selon des indices fixés à Londres et à New York. Pourquoi mettre en garantie ce qui nous appartient déjà pour effacer ce que nous n'avons jamais dépensé ? Demanda-t-il calmement. Un ministre s'éclaircit la gorge. Monsieur le Président, il ne s'adresse pas directement à nous. Ils connaissent bien votre position. Exactement, répondit-il, ils nous encerclent à travers nos amis. À Dar es Salaam, une conférence de presse célébrait l'effacement de près de 2 milliards de dollars d'obligations. À Kinshasa, des responsables échangèrent du cuivre et du cobalt contre une stabilité éphémère. Un État côtier signa une clause qui engageait son pétrole offshore comme garantie ajustable en cas de volatilité des marchés. La formule paraissait anodine jusqu'à ce que l'on comprenne que mi-ajustable favorisait le créancier. Les diplomates occidentaux organisaient des réceptions étincelantes louant le leadership africain. Les caméras en raffolaient, le vocabulaire était parfait. Soulagement, renouveau, partenariat. Ouagadougou n'a pas applaudi. Traoré réunit en pleine nuit un petit cercle d'économistes, de vérificateurs et de 2 officiers du renseignement chevronnés. « Nous formons une unité, dit-il discrète, rapide, implacable. Suivez les contrats, les banques de compensation, les intermédiaires. Si tout cela est propre, nous le verrons. Si c'est un filet, nous sentirons l'attraction. » Ils appelèrent cela l'unité d'investigation financière. Pas de fanfare, pas de sigle public, seulement 12 personnes et un mandat suivre l'argent. Le premier schéma apparut dans les instructions de virement. Des fonds destinés au trésor africain faisaient de longs et coûteux détours par des chambres de compensation occidentales. Des honoraires de conseil apparaissaient comme par magie, prélevés avant même qu'une seule école ne soit financée. Puis vinrent les clauses de valorisation. Si l'or flambait, l'obligation garantie augmentait. Si le pétrole chutait, le gage de matières premières s'étendait. Pile il gagne, face vous perdez. Une analyste, une jeune femme qui avait grandi à Kaya, fixait une feuille de calcul. Jusqu'à l'aube, ils nous enferment dans leur prix, dit-elle, même quand nous gagnons, nous perdons. Une semaine plus tard, l'unité découvrit des courriels entre des membres du FMI et un cabinet privé américain, objet architecture Phoenix. La note décrivait une couche de règlement numérique adossée à des paniers de matières premières tangibles pétrole africain hors uranium. Une annotation en marge précisait « Des flux pilotes peuvent être testés via les programmes du FMI dans les juridictions conformes ». Au bas d'un dossier de partenariat figurait la mention « Conseiller DG Trump ». La salle se figea. Trump était encore au pouvoir et son nom portait le poids à la fois de la politique et de la puissance.
Pendant des mois, il avait évoqué l'idée d'un dollar numérique de la liberté lors de points de presse et de rassemblements le présentant comme un bouclier patriotique face au yuan numérique chinois. Maintenant, enfouie dans des annexes techniques, se trouvait la pièce manquante, les ressources africaines comme stabilisateur. Sans elle, cette monnaie n'était qu'un simple code. Avec elle, elle pouvait être vendue comme inébranlable. Traoré referma le dossier et expira lentement par le nez. Ils ont appris de la dernière bataille, dit-il. Pas de saisie tonitruante dans les ports, pas de sanctions tapageuses. Ils feront signer nos frères, puis utiliseront nos frères pour nous acculer. Dévoilez cela. Un conseiller proposa « Rendons-le public ce soir ». Pas encore, répondit-il. La vérité hurlée trop tôt passe pour de la colère. La vérité livrée avec des preuves devient un jugement. Il tapa du doigt sur le dossier. Il nous faut la chaîne. Les contrats, les virements, les intermédiaires, l'arbre des conseillers. Quand nous parlerons, nous ne devons pas manquer notre cible. À l'extérieur, le continent se divisait déjà. Les gouvernements signataires se vautraient dans les louanges. Les journaux publiaient des tribunes accusant le Burkina Faso d'être obstiné. À Paris, un présentateur chevronné demanda presque gentiment si Traoré n'était pas trop jeune pour comprendre les complexités de la finance mondiale dans les marchés du Sahel. Les gens ordinaires ne débattaient pas de complexité. Ils demandaient pourquoi le pain coûtait toujours plus cher, pourquoi les dispensaires attendaient encore leurs médicaments, pourquoi les salaires des enseignants arrivaient toujours en retard. Le soulagement avait une étrange façon d'apparaître partout, sauf là où il comptait vraiment. L'unité redoubla d'efforts, elle dressa la carte des clients du cabinet de conseil, signala les banques qui géraient les flux adossés aux ressources et recoupa les marchés publics avec les contrats privés de conseil. Un schéma se dessinait avec précision, la même poignée de firmes concevait le prêt, conseillait sur la valorisation, traitait les garanties et rédigeait ensuite les éléments de langage pour la communication. Un cercle fermé qui fabriquait l'inévitable. Une nuit, l'auditeur principal déposa une seule page sur le bureau de Traoré. C'est cela, dit-il doucement. Une diapositive intitulée « Phoenix Dollar Commodity Stabilization Thesis ». Un point en petits caractères, les programmes africains offrent des ancrages visuels non corrélés, allègement de la dette coopération, adoption numérique, apparence de transparence. Ils annulent de la main gauche et enchaînent de la main droite. Il se leva, fit quelques pas et s'arrêta devant la fenêtre. Les lumières de Ouagadougou scintillaient, motos étals de marcher la lueur tenace d'une ville qui avait appris à endurer. Il pensa alors, saisi aux cargaisons annulées, au discours qui appelait « servitude, stabilité ». Nous n'avons pas besoin d'inventer une nouvelle monnaie. Pour combattre cela, dit-il enfin, nous devons protéger la seule monnaie qui compte vraiment, le consentement. Si notre peuple et nos voisins retirent leur consentement, leur contrat reste de simples papiers. Comment demanda un conseiller alors qu'ils ont déjà signé ? Nous faisons ce que font les tribunaux lorsque les contrats sont pourris, répondit-il. Nous montrons la fraude, nous montrons le conflit, nous montrons l'intention. Puis nous faisons appel au seul jury qui compte le public africain afin qu'il rende son verdict. Il se tourna vers l'équipe. Préparez le dossier. Pas un discours, un dossier, des clauses, des virements, des noms, des dates, des signatures, et encore une chose, traduisez tout. Chaque village doit pouvoir lire ce qui a été fait en son nom. Dans les capitales voisines, les sourires commencèrent à se figer. Les figures de l'opposition flairèrent le sang. Les militants demandaient des copies des contrats. Certains ministres, soudain timides, insistaient qu'ils n'avaient pas lu les petites lignes. Le Fonds monétaire international publia un communiqué apaisant évoquant de simples malentendus dans les récits médiatiques à Ouagadougou. Le président répéta une seule phrase pour le discours qu'il savait devoir prononcer. Ils appellent cela un soulagement. Lisez avec moi et dites-moi si cela ressemble à la liberté. La place était pleine avant l'aube. Des paysans coiffés de leurs chapeaux poussiéreux. Des étudiants avec leurs cahiers, des mineurs encore en tenue de travail, des haut-parleurs étaient suspendus entre les réverbères et des radios dans tout le pays s'étaient rebranchés. Tout le monde savait que le président avait promis de parler non pas d'espoir mais de preuves. Traoré monta sur scène avec un dossier à la main, pas un discours écrit. Sa voix trancha l'air humide. Ils appellent cela un allègement de dette. Mais quel soulagement exige notre or ? Quelle liberté enchaîne notre pétrole ? Aujourd'hui, je ne vous donnerai pas de slogan. Je vous donnerai des contrats. Il lut clause après clause. Garantie en uranium, droit de valorisation ajustables honoraires de conseils détournés avant qu'une seule école ne voie la couleur de l'aide. Puis il brandit la diapositive. Ces enquêteurs avaient mis au jour la thèse de stabilisation du Phoenix Dollar adossée aux matières premières. Le nom de Trump figurait sur la ligne des conseillers. La foule laissa échapper un souffle. « Ils n'effacent pas des dettes », dit-il en élevant la voix. Ils rédigent une nouvelle monnaie bâtie sur nos épaules. Ils veulent que l'or, le pétrole et l'uranium de l'Afrique ancrent leur dollar numérique. Ils appellent cela l'innovation. Moi, j'appelle cela un coup d'État sans soldats. Un instant, il y eut un silence lourd comme la pierre. Puis vint le rugissement. La clameur explosa.
Annuler les contrats, briser les chaînes. La diffusion devint virale sur tout le continent. À Bamako, les étudiants repassèrent l'extrait sur des écrans géants. À Niamey, les mineurs défilaient avec des pancartes. Notre uranium n'est pas votre garantie. Même dans les capitales, où les gouvernements avaient signé avec le FMI, les partis d'opposition s'emparèrent des révélations. Les parlements se transformèrent en champs de bataille. Les ministres balbutièrent sous les questions. L'un cria en retour « Nous ne savions pas, mais peu le crurent ». Les médias occidentaux s'affolèrent. Des porte-paroles qualifièrent les dossiers de Traoré de fuites sélectives et de mauvaises interprétations. Le FMI publia un démenti. Le projet Phénix n'a aucun lien avec les programmes d'allègement de la dette. Pourtant, les documents circulaient en ligne traduits en français, en arabe, en swahili, en haoussa. Les gens ordinaires lisaient eux-mêmes les clauses. Ils n'avaient pas besoin d'experts pour leur expliquer. Trump, lui, ne put se contenter du silence. Il passa à la télévision. Ce jeune homme au Burkina Faso, déclara-t-il, ne comprend rien à la finance. Il devrait nous remercier. Sans l'Amérique, l'Afrique ne serait rien. Mais la séquence se retourna contre lui à travers les radios africaines. Les auditeurs reprenaient ces mots avec colère. Ils veulent ce que nous les remercions de nous voler. Le FMI redoubla de pression. Les contrats furent resserrés, les décaissements retardés. Des cargaisons de céréales destinées à l'Afrique furent mystérieusement inspectées dans des ports européens. L'assurance des exportations du Sahel explosa en une nuit. Les marchés tremblaient. La peur était devenue l'arme du moment. Mais la peur rencontra la résistance. À Ouagadougou, des comités de vigilance se formèrent dans les quartiers pour traquer les rumeurs et démasquer les provocateurs. Des étudiants géraient à des comptes sur les réseaux sociaux, démontant point par point les arguments du FMI. Le mot dièse, circuler l'or n'est pas une garantie. Sur Africa Unchained, des animateurs de radio lisaient à voix haute les clauses des contrats invitant les auditeurs à juger par eux-mêmes jusque dans les rues de Dar es Salaam. Les manifestations forcèrent le gouvernement de Kinshasa à suspendre son accord avec le FMI dans l'attente d'un réexamen. Les partis d'opposition exigèrent l'annulation des contrats. Ce qui avait commencé comme un simple discours au Burkina Faso devenait une remise en question continentale au cœur même du FMI. La frustration débordait. Nous l'avons sous-estimé et admis un responsable dans un appel qui avait fuité. Il a retourné le récit. Ce qui était présenté comme un allègement de dette est désormais perçu comme du colonialisme. Dans l'opinion publique, les investisseurs derrière le Phoenix Dollar s'impatientaient. Sans les ressources africaines, le projet n'avait aucun socle. Sans le projet, la promesse de Trump d'un dollar numérique capable de rivaliser avec le yuan chinois risquait de s'effondrer. À Washington, Trump appela à l'escalade. Il exigea de ses alliés serrer les taux, sanctions gel d'avoir, isolement diplomatique. Brisez-le avant que d'autres ne suivent, aboya-t-il. Pourtant, chaque mesure ne faisait que renforcer le récit de Traoré. Ce n'était pas un allègement, mais une rançon pour le Burkina Faso. Les jours devenaient plus durs. Les files d'attente s'allongeaient, les prix grimpaient, les familles rationnèrent les céréales, les écoles réduisaient leurs horaires. Et pourtant, dans l'adversité, le peuple restait ferme. Mieux vaut avoir faim et être libre, déclara une femme à un journaliste, que d'être nourri avec des chaînes. Traoré demeurait résolu. En Conseil des ministres, il déclara « Ils peuvent arrêter nos navires. Ils peuvent bloquer nos prêts, mais ils ne peuvent pas annuler notre vérité. Et la vérité est plus forte que leur contrat. » Le FMI avait lancé ce qu'il croyait être un coup d'État élégant, mais les coups reposent sur le silence et la surprise. Traoré avait brisé les deux. L'Afrique était éveillée et l'éveil était la seule condition que le FMI n'avait jamais intégrée dans ses calculs. La marée avait tourné. Ce qui avait commencé comme des murmures dans les amphithéâtres étudiants et les camps miniers était désormais une vague qui balayait le continent. Les gouvernements qui s'étaient empressés de signer des contrats avec le FMI se retrouvaient de soudain acculés par leurs propres citoyens. Des manifestations éclatèrent devant les parlements, des foules brandissaient des copies des clauses. L'équipe de Traoré avait levé le voile et la clameur résonnait à travers les capitales « Annulez les contrats, annulez les chaînes ». À Dar es Salaam, les parlementaires faisaient face à une rébellion sans précédent. Les leaders de l'opposition brandissèrent des exemplaires des mémos du Phoenix Dollar au Parlement en exigeant des réponses. Un ministre tenta de défendre l'accord comme une nécessité temporaire, mais l'Assemblée l'ensevelit sous les huées. Quelques jours plus tard, le Sénégal annonça la suspension de sa conformité au FMI en attendant un nouvel examen. Kinshasa suivit. Après des semaines de manifestations de rue, le gouvernement gela ses engagements en matière de collatéraux. Des annonces similaires se propagèrent dans des États plus petits. Les contrats autrefois salués comme un allègement historique semblaient désormais radioactifs. Aucun politicien ne voulait être rappelé comme celui qui avait vendu du pétrole ou de l'or pour financer la pièce de rêve de Trump. Pour le FMI, c'était un cauchemar qui se défaisait en temps réel.
Les responsables convoquèrent des sessions d'urgence, rédigeant des communiqués sur de prétendues incompréhensions, mais chaque démenti ne faisait qu'alimenter la suspicion. Dans le compte-rendu d'une réunion à Bruxelles, ayant fuité un banquier européen, admis « Les Africains nous ont percé à jour. Si d'autres contrats s'effondrent, c'est toute la structure qui tombe. » Pendant ce temps, Trump fulminait dans ses meetings. Il accusa Traoré de saboter le progrès mondial. En privé, il pressa ses alliés de sanctionner le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Il exhorta les compagnies maritimes à boycotter les ports du Sahel. Pourtant même ces menaces sonnaient creux. Trop de regards étaient désormais tournés vers l'Afrique. Trop d'Africains avaient vu les preuves de leurs propres yeux. Traoré saisit l'instant. Il convoqua un sommet régional à Bamako, invitant les dirigeants de l'Alliance des États du Sahel et au-delà. Les caméras retransmirent en direct lorsqu'il déclara « Nous avons montré la fraude, nous avons montré les chaînes cachées dans l'allègement. Maintenant, nous devons agir ensemble ou seuls. Ils nous punissent. Ensemble, ils ne peuvent pas nous atteindre. » La salle éclata en applaudissements. À la fin du sommet, une résolution conjointe fut adoptée. Les États membres s'engageaient à examiner, suspendre ou annuler les accords du FMI contenant des clauses de collatéraux sur les ressources. Ils promirent d'explorer des alternatives régionales de financement attirant l'intérêt de partenaires des BRICS et du Golfe. Le symbole était aussi puissant que la politique. Pendant des décennies, la réponse de l'Afrique au diktat du FMI avait été fragmentée État par État. Pour la première fois, un bloc rejetait ouvertement les conditions. Le coût énergétique s'effondrait sous le poids de l'unité. Sur le terrain, la solidarité s'approfondissait. Les communautés se serraient la ceinture mais ne se fracturaient de pas. Les paysans transportèrent du grain à travers les frontières pour alléger les pénuries. Les animateurs de radio locales mobilisaient de leurs auditeurs avec ce refrain. Mieux vaut perdre leur prêt que de perdre notre avenir. Dans les capitales occidentales, c'était la confusion totale. Les analystes qui avaient autrefois salué l'initiative du FMI mettaient désormais en garde contre des effets de retour. Nous risquons de pousser l'Afrique vers des systèmes rivaux. Un journal londonien admis, les investisseurs derrière le Phoenix Dollar sont devenus nerveux. Sans les matières premières africaines, le projet manquait de crédibilité. Discrètement, certains commencèrent à se retirer. Trump, furieux, redoubla d'efforts. Il menaça d'imposer des tarifs douaniers sur les exportations africaines, appela au gel des réserves africaines dans les banques européennes, mais chaque menace ne fit qu'endurcir la détermination. Ces paroles circulaient sur les réseaux sociaux africains accompagnés de légendes mordantes. Voyez s'ils n'effacent pas les dettes, ils asservissent l'avenir. À la fin de l'année, l'initiative du FMI gisait en ruine. Les contrats se désagrégeaient. Le Phoenix Dollar était à l'arrêt et l'Afrique se tenait plus unie qu'elle ne l'avait été depuis une génération. Le pari de Traoré avait porté ses fruits. Il n'avait pas inventé une nouvelle monnaie ni levé des sommes colossales. Il avait fait quelque chose de bien plus simple et de bien plus puissant. Il avait dit la vérité et donné au peuple les documents pour la voir de ses propres yeux. Ce qui avait commencé comme le plan audacieux de Trump d'ancrer sa monnaie dans les ressources africaines s'était terminé en procès public où l'Afrique avait rendu son verdict coupable de colonisation économique. Le continent avait fixé le piège droit dans les yeux et avait reculé ensemble. Mais le Burkina Faso ne reçut pas de milliards en allègement de dettes. Aucune nouvelle ligne de crédit n'afflua vers Ouagadougou. Les navires transportant du grain continuaient d'arriver en retard. Le prix du carburant pesait toujours lourdement sur les familles. Sur le papier, cela ressemblait à une défaite. Mais en réalité, quelque chose de bien plus grand avait été gagné. Pour la première fois depuis des décennies, les Africains avaient lu les petites lignes et dit non. Ils avaient refusé d'échanger l'avenir de leurs enfants contre l'expérience de quelqu'un d'autre. Et ils l'avaient fait non pas parce qu'une puissance étrangère l'avait exigé, mais parce qu'un de leurs propres dirigeants avait eu le courage de mettre les preuves sur la table. Ibrahim Traoré se tenait devant la foule à Bamako à la clôture du sommet du Sahel. Les drapeaux du Mali, de la Guinée et du Burkina Faso flottaient côte à côte, leurs couleurs se mêlant dans le vent du soir. Ses paroles étaient de mesurer, mais son ton portait le poids de l'histoire. Ils ont cru que notre silence était de l'ignorance. Ils ont cru que notre faim était de la faiblesse. Mais la faim ne nous a pas brisés. Le silence ne nous a pas aveuglés. Nous avons vu leurs contrats, nous avons lu leurs mensonges. Et aujourd'hui, l'Afrique annule non seulement leurs accords, mais aussi l'idée même que nos ressources leur appartiennent. La foule éclata. Les paysans levèrent des gerbes de blé, les mineurs brandirent leurs casques, les étudiants agitèrent leurs cahiers. Ce n'était pas seulement un rassemblement, c'était une déclaration. Partout sur le continent, ce moment résonna. À Sagal, une jeune femme confia à un journaliste « Pour une fois, nos dirigeants nous ont écoutés, et non Washington ». À Kinshasa, un mineur murmura à son fils « Souviens-toi de ce jour. C'est le jour où nous avons dit non même à l'étranger ». Les analystes reconnurent le changement. L'Afrique a trouvé sa voie, admit un chroniqueur européen, et elle ne sera pas réduite au silence de sitôt.
Le phénix dollar, autrefois présenté comme le prochain grand coup de Trump, était paralysé. Les investisseurs se retirèrent. Sans le pétrole et l'or de l'Afrique, la monnaie n'avait ni ancrage, ni récit, ni avenir. Mais pour les Africains, la victoire n'avait jamais consisté à faire échouer une expérience monétaire. Elle consistait à prouver que l'unité, la transparence et le courage pouvaient accomplir ce que les armes et les sanctions ne pouvaient pas, la dignité. Traoré conclut son discours par une phrase qui serait gravée sur des banderoles et chantée pendant des années. « Nous n'avons pas demandé la permission d'être libres. Nous avons dévoilé la vérité. Nous nous sommes tenus ensemble et en nous tenant debout, nous avons gagné. » La foule rugit. Les tambours résonnèrent dans les rues de Ouagadougou, de Niamey, de Bamako et bien au-delà. Les gens dansaient, non pas parce qu'ils étaient riches, mais parce qu'ils étaient libérés. Si l'esprit d'Ibrahim Traoré touche votre cœur, partagez cette histoire. Abonnez-vous à la chaîne pour suivre le chemin d'une Afrique qui ne baisse plus la tête. Que Dieu bénisse l'Afrique.